Tout a une fin, même le monde. Le Visiteur du Futur. Le Visiteur du Futur est à la base une web-série réalisée par François Descraques entre 2009 et 2014 avec au casting Florent Dorin, Raphaël Descraques, Slimane Baptiste-Berhoun, Mathieu Poggi et bien d'autres. Cette série sortie sur YouTube et Dailymotion en 4 saisons raconte l'histoire d'un voyageur dans le temps venu du futur pour prévenir et empêcher des événements du passé qui conduisent, dans un futur lointain, à la fin du monde. En plus de la série, il existe une bande dessinée, un manga en 3 tomes, un roman et enfin, depuis le 7 septembre 2022, un film. Le film, toujours réalisé par François Descraques, avec le même casting originel, nous raconte l'histoire d'un chef de projet, Gilbert, interprété par Arnaud Ducré, décidant de vouloir construire une nouvelle centrale nucléaire en France. Or, on comprend que celle-ci sera la cause d'une énorme explosion mortelle des siècles après, créant un nuage intoxifié tuant la moitié de la population. Ainsi, le Visiteur du Futur et ses fidèles compagnons sont prêts à tout faire pour faire changer cet homme d'avis, tout en échappant bien sûr à la brigade temporelle, voulant arrêter le Visiteur à tout prix. On trouve donc aussi de nouveaux visages dans ce film tels que Enya Barrow, soit Alice, la fille de Gilbert, décidée à faire changer son père, ou encore Audrey Pirot, dans le rôle de Louise. Sachez que cette critique et analyse sera bien entendu full spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'aller le voir, disponible en salle actuellement, avant de regarder cette vidéo. Réaliser un long métrage 8 ans après la fin de sa série et donc d'une époque est compliqué. La série du Visiteur du Futur avait marqué les années jeunes de YouTube et avait conquis des millions de gens. Et sans grande surprise, on retrouve toujours autant de fans des années après. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est que ce film est tout d'abord abordable par tout type de public, que ce soit le fan hardcore ou l'inconnu au bataillon. Que vous ayez vu la série ou non, cela ne changera pas votre compréhension de l'histoire. Certes, vous n'aurez pas certaines références, certaines fines blagues, mais en aucun cas vous ne vous sentirez perdu. Comment tu sais mon nom, toi ? Quant à celles et ceux qui ont lu les BD, mangas ou romans, vous connaissez quelques personnages ou situations mieux que les fans de la série, mais vous ne vous sentez pas isolé pour autant. Avec cette histoire, qu'on retrouve maintenant sur grand écran, on a un sous-ton beaucoup plus sérieux qu'en 2010 et sommes guidés dans un axe bien droit vers une simple et même catastrophe. Il y a beaucoup de choses à dire, mais aujourd'hui je vais me pencher vers la cinématographie bien évoluée par rapport à la série et les personnages ayant eux-mêmes évolué, que ce soit dans leur interprétation ou arc narratif. Le Visiteur du Futur, aka Renard, prénom dont les origines sont expliquées dans La Meute, est le personnage phare de la série, mais aussi du film. Lorsque le métrage commence, ce n'est pas le premier personnage que l'on voit à l'écran, à ma grande surprise, mais il est introduit en partie afin de faire planer le mystère et la hâte de le revoir enfin. Il est évidemment incarné par Florent Dorin de nouveau. En revanche, on sent une légère différence de caractère 8 ans après. Certes, d'un côté réaliste, les gens changent à 8 ans. Mais ce n'est pas pour cette raison que le personnage le plus loufoque / légèrement con de la série est bien plus sérieux et presque aigri. Effectivement, les punchlines, la manière de parler aux autres est plus froide qu'auparavant, et cela peut déconcerter au premier abord. Mais on comprend très vite que l'ampleur du danger touche tellement Renard personnellement que celui-ci prend la situation encore plus au sérieux qu'avant. Ici, il s'agit du destin de sa famille, la Meute, dont on connaît l'existence dans le roman du même nom, et dont on arrive très bien à comprendre dans le film qui sont ceux auxquels il tient le plus. Autre chose qui est liée aux visiteurs et dont nous avions peu vu auparavant, c'est le futur. C'est la première fois que nous sortons des souterrains pour voir à quoi ressemble bel et bien le futur. Et malgré l'aspect repoussant, on voit que Renard tient à ce monde et qu'il n'essaie de le rendre meilleur que pour ses amis et sa famille. Le spectateur arrive bien à se projeter dans ce monde apocalyptique à travers ses costumes, décors, accessoires et personnages. Néanmoins, cela aurait été encore plus agréable de laisser environ un quart d'heure de plus au film pour développer le personnage de Renard, qui reste en retrait par rapport à d'autres développements de personnages dans le film. Que ce soit pour expliquer la relation avec Belette, davantage, ou tout simplement revoir son côté loufoque, ici repris en main par d'autres personnages, sans nous en déplaire évidemment. Autre détail important autour de la cinématographie, c'est le réalisme des décors et des effets spéciaux, ce qui change de ceux de la série, qui tout de même, avec un manque de budget colossal, faisait le job. Le budget du film fut amplement réparti et bien préparé pour éblouir les yeux du nouveau spectateur dans les salles. On peut mentionner un moment particulièrement beau, l'introduction de la fumée toxique, ou encore la scène d'intro avec l'explosion de la centrale. Dans les nouveaux personnages présentés, on y retrouve un casting plutôt familier, notamment avec son public français, avec beaucoup de personnages secondaires que l'on connaît tous de YouTube, avec notamment McFly et Carlito, Y penser, Le Monde à l'envers, etc. Cela peut en dérouter certains, mais sachez qu'ils ne sont pas là pour vous mettre leur contenu d'internet en avant. Leur but est de coller à leur personnage, sans pour autant perdre le spectateur qui ne les connaîtrait pas. Si vous reconnaissez un youtubeur, c'est une bonne chose, mais cela ne change rien à leur personnage. Ici, les acteurs ont été engagés, sûrement pour rappeler YouTube, mais aussi car ils sont pour la plupart amis avec l'équipe du film. Mais lorsqu'on nous introduit McFly et Carlito, Le Monde à l'envers ou encore très brièvement Davy Mourier, c'est pour nous faire un clin d'œil, tout en les utilisant pour faire continuer l'histoire. Bon, Davy Mourier et d'autres sont plus là comme des silhouettes, mais tout de même. Leurs personnages sont différents de leurs personnages de YouTube et donc on arrive à oublier pendant un court instant qui ils sont, et ça fait du bien.
La seule exception que certains ont connue sur YouTube pour toutes ses apparitions avec d'autres youtubeurs, mais qui aujourd'hui est une comédienne avec beaucoup plus d'expérience, je parle évidemment d'Audrey Pirot, aka Louise, personnage important des mangas, ici incarné pour la première fois à l'écran. On retrouve son côté comique que l'on a pu voir dans des sketchs ou les films, mais reste tout de même dans un rôle très sérieux avec du développement de personnages. Audrey Pirot fut par ailleurs l'une des actrices qui dut faire une scène de combat face à Lenny Chirino, aka Constance, avec la chorégraphie la plus détaillée et compliquée à tourner de tout le film. Les scènes de combat dans la série étaient plutôt simples mais très bien chorégraphiées, lorsqu'elles arrivaient d'ailleurs en fin de saison. Ici dans le film, nous en avons 3. Celle entre Constance et Louise, qui est la plus minutieuse étant donné qu'il s'agit d'un duel entre 2 agents très expérimentés, un rude combat qui fut d'ailleurs le seul avec des doublures. Puis celle entre Vincent Tirel aka Victor et Raph, qui est plus là pour une blague étant donné que Raph ne sait pas trop ce qu'il fait et Victor doit se débarrasser de lui. Et enfin nous avons le combat entre Renard et Mathéo, qui est là une scène de rivalité d'anciens amis-ennemis venant mettre un terme à leur rancœur. Les coups sont organiques, vifs et douloureux, ils ne veulent pas la mort de l'autre. L'un veut s'échapper tandis que l'autre doit faire son travail, malgré la sympathie profonde envers son adversaire. Parlons donc de Mathéo. Il s'agit d'un personnage présent depuis le début de la série, interprété par Mathieu Poggi. Mathéo avait ce que l'on peut appeler une âme sœur, Judith, qui fut tuée à la fin de la saison 3. Et donc le personnage de Mathéo change radicalement de comportement en vue du deuil qu'il a dû traverser. Néanmoins, il y a beaucoup de non-dits autour de lui, bien que le manga en apprendrait un peu plus sur ce qu'il est devenu entre la saison 4 et le film. Mais si quelqu'un n'a pas vu la série et donc ne connaît pas vraiment le personnage, il peut voir Mathéo comme quelqu'un avec un sombre passé, sans vraiment ressentir de la compassion envers lui. Bien qu'on le remercie de ne pas avoir tué Renard au début du film, cela ne change pas qu'on ne connaît pas les causes de cet acte et encore moins sa relation avec le visiteur. Tout ça rend Mathéo mystérieux et complexe, et cela peut laisser en dehors. Il fait partie des arcs narratifs que j'aurais également souhaité être un peu plus détaillés afin qu'on s'attache de nouveau à ce personnage qui nous avait tant manqué. Un autre personnage qui, au choix du réalisateur et à l'acceptation du comédien, fut laissé de côté pour l'intrigue du film, Raph. Raph, interprété par Raphaël Descraques, est le personnage principal dans la série. C'est avec lui que l'on rencontre le visiteur du futur et c'est avec lui qu'ils vont vivre d'incroyables aventures. À la fin de la saison 4, Raph quitte sa copine Stella et décide de vivre dans le futur avec Renard, Henri, etc. et donc de quitter son monde. Mais alors que s'est-il passé entre-temps ? N'ayant pas lu les romans ou les mangas, je ne peux savoir s'il y a eu réponse à ces questions ou non. Mais le film nous démontre quelque chose là-dessus. Raph est bloqué dans différentes époques. Celui-ci fait souvent référence au monde de nos jours, à son époque remontant quelques années avant, et ne semble pas l'abandonner à 100%. Après tout, un futur apocalyptique est bien moins fun que les années 2010-2020. Mais c'est aussi car Raph a du mal à se rendre utile dans le futur, comparé à ses 2 acolytes qui sont nés là-dedans. Le personnage de Raph ne sert qu'à ramener des comiques de dialogue ou de situation, et à potentiellement développer une intrigue amoureuse avec le personnage d'Alice, qui pourrait arriver dans une suite potentielle, qui au passage développerait le personnage de Raph à nouveau. On ne peut vraiment savoir. Mais pour l'instant, il paraît plus comme un idiot qui se laisse faire et qui n'ose pas trop prendre de décisions, chose légèrement différente de son personnage dans la série. On peut en conclure que le film tourne autour de 2 personnages principalement, Gilbert et Alice. Eux ne viennent pas de la série, et donc c'est surtout autour d'eux qu'un développement se produit, étant donné qu'ils sont la clé de la survie potentielle du monde de Renard et ses amis. La bande du visiteur du futur est donc là pour sauver les situations et aider au développement des personnages, plus que leur propre développement. Peut-être qu'avec un 2e film, on se recentrerait plus sur ces personnages d'origine et redonnerait un spotlight à ceux qui sont devenus Renard, Raph, Henri et Mathéo, tout en conservant des nouveaux personnages d'Alice, Belette, etc. Mes derniers mots pour cette vidéo sont évidemment de vous encourager à aller voir le visiteur du futur, surtout pendant qu'il est en salle pour profiter un maximum de la qualité cinématographique de celui-ci. Mais aussi pour pouvoir donner de l'argent à ce film qui montre bel et bien de quoi le cinéma, particulièrement le cinéma français de science-fiction, est capable. Et aussi si vous voulez avoir une suite bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne séance!